Les buveurs d'océan par H. G. Magog. Chapitre 3. Les otages. Le soir même, une note laconique était communiquée à la presse par le Conseil des trusts. La réponse du Japon à l'ultimatum des États-Unis d'Amérique a été remise aujourd'hui au gouvernement. Après examen et comme conséquence, une alliance offensive et défensive a été conclue entre les deux États et le traité signé séance tenante. Il en résulte, pour la République américaine, l'obligation d'intervenir au cas où une tierce puissance menacerait la République asiatique. Le retentissement de cette note fut considérable. À la vérité, elle ne faisait pas mention du docteur Kasuga. Elle ne relatait pas davantage les arguments exposés par l'ambassadeur. La mystérieuse conférence demeurait aussi secrète que les clauses mêmes du traité d'alliance. L'ingéniosité extraordinaire de la presse américaine semblait cette fois en défaut. Le secret avait donc été supérieurement gardé. Naturellement, le public ne pouvait s'inquiéter des particularités qu'il ne soupçonnait point. Mais ce qu'il discernait lui suffisait pour s'étonner et s'indigner. Le gouvernement ne savait-il pas qu'à propos du mystère de Yezo, de fantastique Paris s'était engagé? À propos uniquement. Le fond même du secret intéressait peu les parieurs. Il s'agissait simplement de savoir si la République du Soleil levant céderait ou résisterait à l'ultimatum américain. Pour apprécier sur ce point l'état d'esprit de la foule, il suffisait de rappeler les derniers cris qui s'étaient échangés, au moment où elle se précipitait à la rencontre des camelots vendant le numéro qui devait contenir la fameuse réponse. « La réponse du Japon, les décisions du gouvernement !» hurlaient ceux-ci, en commerçants habiles à exciter la curiosité, sans déflorer leurs marchandises par une annonce trop claire. Et tout en arrachant fiévreusement la feuille des mains des vendeurs, les citoyens s'interpellaient. 20 $ pour le secret, 100 pour le refus. Stoïquement, les plus enragés s'obstinaient à ne point déplier leurs feuilles, afin de parier encore avant de l'ouvrir. 1000 $ oui, 1500 non. Et ce n'était ni l'un ni l'autre. Le Japon ne résistait pas, mais on ne disait point qu'il cédait. L'Amérique ne menaçait plus, mais elle ne se vantait pas d'avoir triomphé. Heureusement, d'autres nouvelles circulèrent, et l'agitation tomba. On apprit enfin que le Japon avait cédé, mais que l'intérêt supérieur américain commandait de respecter son secret, tout comme il exigeait l'alliance conclue. De magnifiques compensations, dont bénéficieraient toutes les classes de la société, récompenseraient d'ailleurs les États-Unis de leur généreux appui. Ce n'était en somme que des promesses et des mots, mais la portion la plus tapageuse et aussi la plus dangereuse de la foule reçut un commencement de satisfaction qui changea subitement sa colère en enthousiasme frénétique. Elle apprit soudain qu'en vue de prochaines acquisitions territoriales, de mystérieuses sociétés d'émigration accueillaient les engagements, concédaient d'importants lots de terrain, sans toutefois préciser la contrée où ils étaient situés, et versaient sur l'heure d'appréciables avances, en bons dollars de l'Union. Comment récriminer en présence d'une pareille aubaine? L'Amérique entière cria « Vive le traité !» Et elle criait cela avec la même conviction qu'elle aurait mis à crier « À bas les trusts !» De l'Alaska au Cap Horn, on acclama cet accord dont nul ne connaissait les clauses, bien que déjà les autres nations s'en indignassent et qu'une famille américaine ne dut pas tarder à les maudire. Il était en effet réservé à Jim Sandy d'apprendre le premier qu'un des articles du fameux traité concernait, sinon lui-même, tout au moins quelques-uns des siens. Tandis que le marquis de Glandève plaisantait gratuitement ce qu'il appelait la reculade de l'Amérique, son beau-père, plus pratique, avait simplement répondu « Attendons ». En véritable Yankee utilitariste, il considérait son gendre comme un être de luxe, uniquement capable de s'intéresser aux sujets frivoles. Aussi, dédaigna-t-il de discuter avec lui la question du jour. Ayant raflé les éditions toutes fraîches des journaux, il s'enferma dans son cabinet pour méditer le problème de cette alliance imprévue. La sonnerie du téléphone
mit en déroute ses réflexions. Il prit l'appareil sans se douter qu'il allait connaître la plus forte sensation de stupeur qui pût foudroyer un fils de la libre Amérique. « Allô » grogna-t-il en approchant le récepteur de son oreille. « Allô, Jim Sandy ? Lui-même qui me parle ? Le président du Conseil des trusts. » Le milliardaire ne broncha pas. « J'écoute, » répondit-il simplement. « Le Conseil vous propose une mission. »« Laquelle ? » ?»« Notre traité avec le Japon crée une situation nouvelle. Il nous faut à Tokyo un chargé d'affaires spécial. Voulez-vous l'être ? L'Amérique fait appel à votre dévouement. »« Quels avantages ? » demanda Jim Sandy. Il n'avait pas pris une seconde de réflexion, nullement étourdi par l'imprévu de la proposition. Chaque citoyen américain n'a-t-il pas en lui l'étoffe d'un négociant, d'un diplomate et d'un guerrier, concurremment et indifféremment? Le Conseil le jugeait l'homme de la situation. All right. Restait à décider si l'offre pouvait lui agréer. Voilà pourquoi il demanda très naturellement « Quels avantages ?»« Honneur d'abord, » répondit le président. « Appointement ensuite. 100 000 $ par an. »« Bien. Combien durera ma mission ? » ?»« Durée indéterminée. Il faudra rester jusqu'à ce qu'on vous rappelle. »« Soit. »« Vous devez partir dès demain. »« Je partirai. »« Avec votre famille, c'est-à-dire votre femme, votre fille, votre gendre et votre petite-fille. »« Rien de fait. Je veux partir seule. »« Impossible. Il est indispensable que vous résidiez tous à Tokyo. »« Je refuse. Ma femme déteste les voyages. » Le Conseil vous donne l'ordre d'accepter. Le traité stipule que notre envoyé résidera à Tokyo avec sa famille. C'est le gage de l'entente. Jim Sandy médita ces paroles pendant quelques secondes. Son front se plissait et ses yeux lançaient des éclairs d'indignation. « Dois-je comprendre que l'Amérique s'est engagée à livrer des otages ?» rugit-il dans le téléphone. « C'est le terme exact, » répondit à l'autre bout du fil la voix tranchante du chef de l'État. « Des otages au Japon ?» répéta Jim Sandy, au comble de la stupéfaction. « Jamais l'Amérique ne tolérera cela !»« L'Amérique tolérera parce qu'elle ignorera. » « Je vous dénoncerai à l'indignation des citoyens. » « Non. Vous songerez qu'un intérêt supérieur dicte nos actes. Cherchez ailleurs, je ne suis pas votre homme. Le Conseil vous a désigné spécifiquement. Vous partirez. Non. Si. Comme prisonnier alors. Comme prisonnier, si cela est nécessaire. Et ma famille également. Inouï. L'Amérique n'est donc plus le pays des hommes libres? Elle l'est toujours, mais les circonstances exigent ce sacrifice. Vous comprendrez plus tard, Jim Sandy. Je veux comprendre de suite. Impossible, soit. Nous verrons. Nous verrons, bonsoir. Bonsoir. D'un geste furieux, Jim Sandy raccrocha le téléphone. Puis il se mit à marcher à grands pas à travers son cabinet. Cet exercice lui rendit une apparence de calme, et c'est avec un masque impassible qu'il fit son entrée dans le salon, où se tenait Madame Sandy, le marquis de Glandève et sa famille. « Archibald, dit-il, que fait-on en France quand le gouvernement attente à la liberté des citoyens ? » ?»« Cela dépend, mon cher beau-père, » répondit le marquis avec gravité. « Si ces citoyens sont des apaches, on applaudit. Et si ce sont d'honorables gentlemen ? En ce cas, on proteste et on manifeste. Mais je ne dois pas vous cacher que le résultat est le même dans les deux cas. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi en Amérique. »« Et pourquoi espérez-vous cela ? » demanda nonchalamment M. de Glandève. Car en présence du sang-froid de son beau-père, il était à 100 lieues de prévoir qu'une catastrophe imminait et qu'elle le menaçait, lui et les siens. « Parce que nous devons protester et manifester. »« J'y consens, beau-père, mais en faveur de qui ? Quels sont donc les personnages dont la liberté vous intéresse au point de faire de vous un révolutionnaire ? Nous. » Le monosyllabe mit debout, outre le marquis, les trois femmes jusqu'alors peu attentives. « Nous ? Vous plaisantez, grand-père » s'écria mademoiselle de Glandève. Jim Sandy secoua la tête. « Nullement, » répondit-il sans rien perdre de son flegme. « Je dis que vous, Susanna, vous, ma belle, vous aussi, Archibald et Nelly et moi-même, nous serons demain embarqués de force pour le Japon.
le gouvernement américain a décidé de donner des otages, et nous serons ces otages. » Tous les visages demeurèrent figés par la stupeur. « Saperlipopette !» s'exclama le marquis, retrouvant le premier la parole. « Est-ce que vos compatriotes sont devenus fous, mon cher beau-père ?»« Non, je pense qu'ils font une affaire, mais cela me déplaît. D'être la pointe du marché, je partage votre opinion. »« Alors, vous estimez que nous devons protester et manifester ?»« Si je l'estime, s'écria M. de Glandève avec chaleur, c'est-à-dire que je prétends sans tarder ameuter tout ce que San Francisco compte d'honnêtes gens. »« Nous donner en otage ? Voilà une chose abominable, prononça mademoiselle Sandy d'un ton parfaitement paisible. C'est une infamie, apprécia la marquise avec plus de véhémence. C'est un véritable attentat aux droits des gens. En somme, risqua timidement Susanna, il ne s'agit que d'un petit voyage au Japon, un voyage d'agrément même. Car des otages en pareille circonstance doivent être traités avec égard. On me donne 100 000 $ par an et le titre d'ambassadeur, déclara majestueusement Jim Sandy. Mazette, admira le marquis, voilà un déplacement royalement payé. En ce cas, peut-être devrions-nous nous résigner, proposa Susanna. Et les principes, clama M. de Glandève, nos immortels principes de 89. En France, je les condamnais au nom de mes aïeux, mais à l'étranger, je m'en réclame. Venez, beau-père, il faut essayer de soulever les membres de notre cercle. Si ces hommes d'argent ne marchent pas, nous nous rabattrons sur les simples citoyens. Je veux être le Camille Desmoulins des États-Unis. Allons, acquiesça résolument Jim Sandy. Ils descendirent, mais devant la porte de la rue, une cinquantaine de miliciens leur parèrent le passage. « Défense de sortir », déclara le chef. « Ordre du conseil. »« Je proteste », lancèrent ensemble le gendre et le beau-père. Mais contre la force armée, que peuvent les protestations ? Le lendemain, le milliardaire et sa famille étaient embarqués, manu militari, sur un navire de guerre qui mit le cap sur le Japon.